Masechet Shabbat Daf Kaftet. On va commencer par Kafret Amoudbet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Petilat Beged Shekipela Velo Yivhava. Rabbi Eliezer Omer Teme Ahi Ve'en Madikin Ba. Rabbi Akiva Omer Tehorahi Umadikin Ba. Dans cette Mishnah, il y a une double mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. La première, évidemment, elle concerne la Masechet Shabbat. On est dans le sujet de Hadlakat Hanerot. L'obligation qu'a chacun, chacune, d'avoir un éclairage le vendredi soir en allumant les Nerot Shabbat avant Shabbat. On a appris précédemment quelles sont les mèches qui sont de bonne qualité, les huiles de bonne qualité qu'il faut utiliser, et lesquelles qui sont disqualifiées. Maintenant, la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, elle est de savoir quel est le din si on a pris une petilat à beged. On a fait une mèche avec un morceau de tissu. À savoir, j'ai un morceau de tissu, je le roule, et j'en fais une mèche que je trempe dans l'huile de ma veilleuse. Est-ce que c'est valable pour l'allumage des Nerot Shabbat, oui ou non? Eh bien, Rabbi Eliezer dit non, et Rabbi Akiva dit oui. On va voir tout de suite dans la Gemara quel est l'objet de leur discussion. Pourquoi cette controverse? Pourquoi cette divergence d'opinion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Pourquoi il y en a un qui dit que c'est valable pour les Nerot Shabbat et l'autre va dire non? Ça, c'est la première mahloket. Mais au passage, la Mishnah nous cite une deuxième mahloket, toujours à propos du même objet, mais pas du même sujet. L'objet, c'est le tissu qui a été roulé. Est-ce qu'il est mekabel tum'a, oui ou non? Vous le savez, qu'un beged, un vêtement, qui était au contact d'une source d'impureté, devient tamé. Par exemple, si le tissu a touché un mort, ou un reptile mort, ou une charogne, ou une personne qui était tamée, comme un zav, zava, nida, yoledet, metzora, peu importe. N'importe quelle source d'impureté communique de la toum'a. Si le tissu était en contact avec la source d'impureté, le tissu devient tamé. Mais qu'en est-il si ce tissu-là, je l'ai enroulé? C'est-à-dire, je ne veux plus que ce soit un tissu, je voudrais que ce soit une mèche. Est-ce que le fait d'avoir transformé la forme du tissu lui change le statut? Avant, c'était un beged, maintenant, c'est une mèche. Donc, ce n'est plus un beged. Donc, il n'y a plus de toum'a dans le beged. Est-ce que cette mèche, Rabbi Eliezer dit, ça reste tamé? Et que le tissu n'est plus tissu, c'est plus un vêtement, c'est devenu une mèche, ça ne s'appelle plus beged. Et si ça ne s'appelle plus beged, voilà donc la double mahloket qu'on retrouve dans cette. Je vous ai simplifié les choses pour vous présenter le contexte. Dans des débats, dans des développements extraordinaires. Et donc, je vous le promets, que ce sera la dernière fois où l'étude de la Gemara sera difficile. Je vous ai dit que c'est parce que ça traitait du sujet de Toum'a et Tahara. Voilà, Be'ezrat Hashem, dès qu'on va passer
Au DAF d'après, DAF Lamed, vous allez voir, ça va être fluide et comme l'eau de roche. Be'ezrat Hashem. Mais maintenant, je vous demande encore de vous munir de patience et de rester accroché. Gemara. La Gemara pose la question suivante. Bishlama le'inyan tum'a behapelige. De Rabbi Eliezer Savar qui poule eno mo'il ou bemilte kamaita kaima. De Rabbi Akiva Savar qui poule mo'il ou batule batil. Et là, les inyan hadlaka bemai pelige. C'est-à-dire, la Gemara nous dit qu'en effet, la mahloket, à savoir, malgré qu'il soit plié, malgré qu'il soit roulé et transformé en mèche, Rabbi Eliezer dit qu'il est encore tamé, Rabbi Akiva dit qu'il est devenu tahor, je comprends la mahloket. Elle est facile à comprendre, dit la Gemara. Quel est l'objet de leur discussion? Eh bien, c'est de savoir, est-ce que kipoul mo'il ou kipoul eno mo'il? Kipoul, ça veut dire le pliage. Lorsque je prends un tissu et que je le plie, je le transforme en mèche. Pour l'instant, je n'ai pas encore allumé. C'est juste un objet qui s'appelle une mèche. Maintenant, est-ce que ça porte un nom différent, une mèche, et donc ça a un statut différent? Ce n'est plus le béguet qui était tamé. C'est ce que pense Bémed Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il a dit tahor. Je répète les termes. Petilat habeged shekipela velo ivhava. Alors, Rabbi Akiva dit tehorahi. Rabbi Eliezer dit temeahi. Pourquoi tamé? Car lui dit, qu'est-ce que ça change que tu l'aies enroulé? Mais le tissu, pour l'instant, il est là. Simplement, tu lui as changé la forme. Tu l'as roulé. Mais tu peux le dérouler si tu veux. Donc, dans l'absolu, c'est exactement le même objet. Si cet objet était tamé parce que c'était un béguet qui était au contact d'une source d'impureté, comment voudrais-tu que maintenant il devienne tahor? Ou bien si par exemple, maintenant, en tant que mèche, il touche un objet, il touche une toum'a, il deviendra tamé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle bégued. Rabbi Akiva dit non, ça ne s'appelle pas bégued, ça s'appelle une mèche. Une mèche, ce n'est pas un bégued. Et si maintenant cette mèche, elle touche une toum'a, pour Rabbi Akiva, c'est tahor. Pour Rabbi Eliezer, c'est tamé. Pourquoi? Car pour Rabbi Eliezer, il dit, eh bien, tu n'as qu'à déplier, tu vas voir que c'est un bégued. Ce n'est pas parce que tu l'as roulé, que tu l'as plié, que ce n'est plus un bégued. Donc la mahloquette entre eux, elle est, est-ce que kipoul mo'il levatel mimenu shem bégued ou pas? Est-ce que le pliage est efficace? Il suffit pour lui retirer le statut de bégued ou pas? Rabbi Akiva dit oui, Rabbi Eliezer dit non. Ça, c'est facile à comprendre. La Gemara dit là où j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, au niveau de la Hadlaka de Nerot Shabbat, Rabbi Eliezer a disqualifié cette mèche. Quel est le problème de cette mèche? Rabbi Akiva a dit Madlikinba, Petilat Abeged, Shekipela, Velo Ivhava, Rabbi Akiva Omer Madlikinba. Traduction des mots. Un tissu qui était Beged. Et il a été mekapel, il a plié, il a roulé. Et il en a fait une petila, une mèche. Velo Ivhava. Et il ne l'a pas mouché. C'est-à-dire que il ne l'a pas brûlé. Vous savez qu'est-ce que c'est que moucher une bougie, moucher une mèche? Une mèche, c'est que avant Shabbat, on allume d'abord la bougie afin que la mèche soit un peu carbonisée, car elle va s'allumer beaucoup plus facilement. Vous voyez comment le barbecue, comment vous allumez? On ne va pas mettre tout de suite le steak sur les braises, sur les bûches ou les charbons. Vous êtes obligé d'allumer pendant un certain temps pour les transformer en braise, pour que ces charbons puissent vous produire du bon feu. La même chose, si vous voulez qu'une bougie s'allume facilement, il faut d'abord la moucher, l'allumer jusqu'à ce que ça devienne carbonisé
au sommet de la mèche. Ça s'appelle moucher une mèche. Donc, Rabbi Akiva nous dit, c'est de cela qu'il s'agit. Petilat beged, chez Kipela, veloiv hava. On ne l'a pas mouché avant. Quelle est l'importance de ce mouchage de la mèche? Quelle est l'importance d'en parler? On verra après combien c'est un détail important. Mais pour l'instant, la Gemara se demande, je ne comprends pas, pourquoi Rabbi Eliezer a disqualifié cette mèche de Petilat Beged chez Kipela, Velo Ivhava, Rabbi Eliezer Omer Temeahi, Ve'en Matlikin Ba. Deux halachot, il nous enseigne. Premièrement, Temeahi, ça s'appelle Beged, et donc si c'est au contact d'une source d'impureté, c'est tamé. Ce n'est pas une mèche, c'est un Beged. Deuxièmement, il te dit En Matlikin Ba. L'Irvot Shabbat, tu ne peux pas utiliser cette mèche l'Irvot Shabbat. Mais quel est le problème? Pourtant, la flamme, elle tient parfaitement. Alors, on comprend Rabbi Akiva qui a dit, tu peux allumer avec l'Irvot Shabbat. Mais Rabbi Eliezer, pourquoi pas? C'est ça la recherche de la Gemara. Alors, pour y répondre, la Gemara va nous donner 4 introductions, 4 notions différentes. Et donc, vous allez voir que Be'ezrat Hashem, c'est extrêmement riche. Et une fois qu'on aura acquis les 4 introductions, on va comprendre la raison pour laquelle Rabbi Eliezer dit on ne peut pas allumer avec une mèche pareille, alors que Rabbi Akiva qualifie cette mèche. Alors on va commencer. Amar Rabbi Elazar, la réponse. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Vechen Amar Rabbi Ada bar Ahava. Rabbi Ada bar Ahava, lui également nous dit la même chose. Que quoi? Excusez-moi, Rav, vous avez sauté des mots en hébreu quand même. Alors, je relis depuis le début de la Gemara pour vous traduire mot à mot. C'est ça la difficulté du Zoom, c'est qu'il n'y a pas un contact naturel, visuel, et c'est ce qui fait que parfois il pourrait y avoir des petits décalages. Mais au Hachem, vous faites bien de faire remarquer, on reprend. Je lis mot à mot la Gemara. Bish lama le'inyan tum'a beha peligé. Encore, je peux comprendre l'objet de la mahloket à propos de la tum'a. Des Rabbi Eliezer Savar qui poule et nomoïl. Rabbi Eliezer pense que le pliage du tissu ne sert à rien. Ou bemilte kamaita kaima. Et le tissu a conservé son statut de beged comme au début. Ve Rabbi Akiva Savar, et Rabbi Akiva pense qu'il poule moïl ou bat tous les batil. Rabbi Akiva dit le pliage et le roulage de la mèche du tissu est transformé en mèche, ça lui a retiré totalement le statut de beged. Ça y est, le beged, il est nul. Donc, il n'est plus tamé, puisque ce n'est plus un beged. Et là, les inyan hadlaka, bemaï peligé, mais à propos de la hadlaka, je ne comprends pas quel est le problème pour Rabbi Eliezer d'allumer avec une mèche pareille veille de Shabbat. La réponse. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Chen Amar Rabbi Ada bar Ahava. Hacha begimel al gimel metzumtzamot askinan. Regardez, comptez avec les doigts les 4 phrases. Hacha begimel al gimel metzumtzamot askinan. 1, 2, ubiyom tov shehaliot be'erev Shabbat askinan. 3, de kuli alma itleu de Rav Yehuda, de amar mesikim bekelim ven masikim beshivre kelim. 4, de kuli alma itleu de ula, de amar ula hamadlik sarir shiadlik berov hayotse. Alors, voici les 4 introductions nécessaires pour comprendre pourquoi Rabbi Eliezer a dit on ne peut pas allumer avec une telle mèche veille de Shabbat, l'Irvot Shabbat. Premièrement, il s'agit ici précisément non pas d'un vendredi classique, mais d'un vendredi qui est Yom Tov. C'est-à-dire, Yom Tov est tombé vendredi. Et donc, pendant Yom Tov, on a le droit d'allumer
des bougies, évidemment, à partir d'une flamme existante. Et c'est ce qu'on doit faire avant Shabbat. On doit allumer les nérotes pour Shabbat pendant Yom Tov. D'accord? C'est ce qu'on fait, toujours. On allume pendant Yom Tov les nérotes et notre Shabbat. Les adlik ner shel Shabbat. Mais quel est le problème ici? C'est qu'ici, il ne s'agit pas d'une bougie classique, d'une mèche normale. Ici, il s'agit d'un tissu qui était autrefois beged. C'était un beged. Et on a roulé. D'accord. Roulé. Et quelle était la taille de ce tissu? Il faisait exactement 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris la semaine dernière? Shalosh al shalosh metzum tzamot. Qu'est-ce qu'on appelle un beged pour les amiyim? Les pauvres, ils peuvent se servir encore d'un tissu, ils ne le jettent pas à la poubelle, ils vont l'utiliser comme pièce de raccommodage lorsqu'ils ont un trou dans le pantalon ou dans le coude, dans la veste, ils prennent ce tissu et ils vont s'en servir pour accommoder leurs vêtements. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle beged. Bien que ce n'est pas un beged pour s'habiller avec, c'est un petit bout de tissu de rien du tout. Mais les pauvres, ils ne le jettent pas à la poubelle. Ils s'en servent pour pièce de raccommodage de leurs vêtements. Puisque ça s'appelle beged, très bien. Alors figurez-vous maintenant, pendant Yom Tov, moi je vais allumer avec une mèche pareille. Qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que ce tissu faisait exactement 3 etzbaot sur 3 etzbaot, dès que je vais allumer avec la première flamme, dès que je vais allumer la mèche, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais détruire le beged. Étant donné que le tissu faisait exactement 3 etzbaot sur 3 etzbaot, 3 doigts par 3 doigts, 6 cm, donc ça s'appelait beged. Dès que je vais l'allumer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, maintenant, je vais le transformer en non-beged. Et alors, quel est le problème? Le problème est le suivant. C'est que nous avons un din Shabbat de Moukhtse. Qu'est-ce que ça veut dire Moukhtse? Rabbi Yehuda nous a enseigné Madlikin bekelim ve'en madlikin beshivre kelim. Pendant Shabbat, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de toucher au Moukhtse exactement comme pour Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de prendre par exemple un keli en bois et de le jeter dans le feu pour allumer ma cheminée pendant Yom Tov? Oui, c'est permis. Pour allumer mon fourneau, pour cuisiner? Oui, c'est permis. Comment ça se fait? Eh bien, quel est le problème? On a le droit d'allumer à partir d'un feu existant. Mais attention, tu n'as pas le droit de toucher au Moukhtse. Tu n'as pas le droit de toucher au nolad. Si par exemple, il y a eu un keli, une chaise, qui s'est cassée pendant Yom Tov, est-ce que tu as le droit de prendre la chaise, c'est-à-dire le débris de la chaise? Non, c'est nolad, c'est Moukhtse. Ça vient de naître, ce morceau de bois, pendant Yom Tov. Avant, c'était une chaise, et cette chaise-là, elle s'est cassée. Donc maintenant, quand tu vas prendre le morceau dans ta main, c'est un débris de keli, un débris de bois, qui est Moukhtse. Eh bien, nous dit Rabbi Yehuda, Madlikin bekelim, Masikin bekelim, ve'en masikin beshivre kelim. Ça, c'est par rapport au Moukhtse. Maintenant, vous allez me dire, mais quel est le problème? Moi, quand je vais allumer avec mon allumette, je vais allumer à peine, je vais toucher avec la flamme. C'est tout. Mais après, je retire ma main. Ça mettra une fraction de seconde. On te dit non, il y a une halakha que Oula nous a enseignée. Hamadlik, sarir shiyadlik, robayotse. Ça, c'est très connu. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Regardez. Voyez-vous ce que je fais avec mon verre? Regardez ma veilleuse. J'ai ici de l'huile.
J'ai ici une mèche. J'ai ici ma mèche qui sort à l'extérieur. Ma mèche, elle est longue, hein. Vous la voyez, j'espère. Voyez-vous la mèche? Maintenant, je prends mon allumette. Avec mon allumette, j'allume. Si moi, j'allume, à peine ça a pris feu ici, je retire ma main. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Il faut rester avec mon allumette jusqu'à ce que j'allume la majorité de ce qui sort de la veilleuse. La mèche qui sort de la veilleuse, je dois l'allumer majoritairement jusqu'à ce que la flamme tienne toute seule. Avec une mèche qui était un tissu. Comment s'appelait ce tissu? D'après Rabbi Eliezer, Beged. Bien que c'était enroulé, ça s'appelle encore Beged. Donc c'est un Keli. Dès que j'allume, tant que je tiens avec mon allumette, je suis en train de toucher maintenant ce qui s'appelle Shever Keli, un débris de Keli. Et qu'est-ce qu'on avait dit avant au nom de Rabbi Yehuda? Que Rabbi Yehuda disait que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de toucher à des débris, car des débris, ça s'appelle Mouktsé, puisque c'est Nolad Yom Tov. Par exemple, une chaise de bois, est-ce que je peux la jeter dans mon fourneau? D'après Rabbi Yehuda, non. Pourquoi? Parce que c'est Mouktsé. Si tu prends une chaise entière et que tu la jettes dans le fourneau pour la brûler, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Tu as le droit d'allumer Yom Tov pour manger, pour des préparatifs culinaires, mais tu n'as pas le droit de prendre du mouktsé avec ta main. C'est la raison pour laquelle, si c'est une chaise de bois qui s'est cassée, tu n'as pas le droit de la prendre avec ta main. Eh bien maintenant, c'est ce qui se passe. C'est exactement le problème. C'est tu touches au mouktsé. Pourquoi tu touches à du mouktsé? Car le tissu, au début de Yom Tov, qu'est-ce qu'il était? Beged. Bien que tu l'avais enroulé, ça s'appelle Beged. Mais, quand tu tiens avec ton allumette et que tu tiens la mèche jusqu'à ce que la majorité de la mèche soit allumée, eh bien, tu touches au mouktsé pendant Yom Tov. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer va dire, assour d'allumer l'Irvot Shabbat des veilleuses pendant Yom Tov. Vendredi, c'est Yom Tov. Comment tu vas allumer ces Nerot Irvot Shabbat, mais tu touches à du mouktsé? Rabbi Akiva dit permis. Pourquoi Rabbi Akiva dit permis? Parce qu'il dit, déjà avant Yom Tov, quand tu avais roulé la mèche avant Yom Tov, ça y est, ce n'était plus un beged, c'était déjà une mèche. Alors maintenant, même quand tu allumes cette mèche et que tu tiens avec ton allumette pour allumer la majorité de la mèche qui sort de la veilleuse, il n'y a aucun problème. Tu ne touches pas à du mouktsé, c'est pas Nolad Beyom Tov, c'est pas du mouktsé, puisque c'était une mèche déjà avant Yom Tov, puisque tu l'avais roulé. Et pour Rabbi Akiva, le roulage d'un tissu, ce qu'on appelle kipoul, eh bien, mo'il levatel mimenu shem beged. Ça sert, ce roulage, à lui retirer le statut de beged déjà avant Yom Tov. Alors voilà pourquoi, d'après lui, c'est permis d'allumer pendant Yom Tov ces Nerot, l'Irvot Shabbat, même avec des mèches qui étaient un beged roulé, un beged plié. Voyez-vous la beauté? Donc, je répète les quatre introductions. Première introduction, c'est que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit Yom Tov d'allumer avec des chivrés kelim, un keli qui a été brisé pendant Yom Tov. Aleph. Donc, un débris de keli, ça s'appelle mouktsé. Tout le monde est d'accord là-dessus, comme le dit Rabbi Yehuda. Deuxième chose pour laquelle ils sont tous d'accord, c'est que quand on allume, il faut tenir l'allumette jusqu'à allumer la majorité de quoi? La majorité de la mèche. Deuxièmement. Troisièmement, donc on est d'accord qu'on parle de Yom Tov. Ici, on parle de Yom Tov chez Chaliot Be Erev Shabbat. Vous avez vu les trois introductions? Premièrement, on parle ici de Yom Tov qui tombe veille de Shabbat. Deuxième introduction, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit d'allumer avec un débris de Keli, un Keli qui s'est cassé pendant Yom Tov. Troisième introduction, tout le monde est d'accord qu'il faut tenir l'allumette jusqu'à ce que la majorité de la mèche soit allumée.
Alors maintenant, vous allez comprendre la marloquette entre eux. La marloquette entre eux, est-ce que ça s'appelle maintenant que tu as allumé un Kéli ou bien est-ce que tu as allumé un Shever Kéli? D'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Eliezer, il dit bien que tu aies roulé la mèche, ça reste toujours un beged, puisque tu peux dérouler cette mèche. Donc c'est toujours un beged. Donc toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pendant Yom Tov? Tu vas allumer un beged et tu vas tenir avec ta main, puisque tu dois tenir avec l'allumette, tu dois tenir la mèche jusqu'à ce qu'elle s'allume majoritairement. Eh bien, tu touches à du mouktsé. Tandis que Rabbi Akiva te dit, mais non, puisque avant Yom Tov, tu l'avais déjà roulé, tu l'avais déjà plié. Ça ne s'appelle plus beged, ça s'appelle une mèche. Quel est le problème d'allumer une mèche pendant Yom Tov? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, Rabotai, comment on a compris maintenant la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à propos de l'interdiction ou pas d'allumer les nérotes de Shabbat pendant Yom Tov avec une mèche pareille. Je vous relis dans les mots, puisque c'est quand même complexe et composé. Alors, je relis tout ça dans les mots et je traduis. Amar Rabbi Hazar, Amar Rabbi Oshaya, Vechen Amar Rabbi Adabar Ahava, Hacha, Begimel al Gimel Metzum Tzamot Askinan. Ici, déjà, on parle d'un tissu qui faisait exactement 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Ça, c'est la première introduction. Deuxième introduction, Ubeyom Tov chez Haliyot Be'erev Shabbat Askinan. On parle ici d'un vendredi qui tombe Yom Tov. Troisième introduction, des Koulé Alma Itleu des Rabbi Yehuda. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Yehuda. Des Amar, Basikin Bekelim, Ven Basikin Beshivre Kelim. Pendant Yom Tov, on peut allumer avec des Kelim entiers qui ne sont pas mouktsé, mais on ne peut pas allumer son fourneau avec des débris d'un Keli qui s'est cassé pendant Yom Tov. Car maintenant, il n'y a plus le droit, d'après Rabbi Yehuda, de toucher à ce Shever Keli, à ce débris, puisqu'il est devenu mouktsé. Avant, c'était une chaise, et pendant Yom Tov, la chaise s'est cassée. Tu n'as plus le droit de toucher au débris, puisque c'est mouktsé. Et tout le monde est d'accord avec Oula qui a dit quand tu allumes les nérodes de Shabbat, il faut allumer la majorité de la mèche qui sort de la veilleuse. Alors maintenant, comment ça explique la marloquette? Rabbi Eliezer Savar qui poulait no mo'il. Rabbi Eliezer pense que le roulage et le pliage du petit tissu, ça ne sert à rien. Ça ne lui retire pas le statut de Beged. Et dès qu'il a allumé un tout petit peu, Raviale Shever Keli, c'est devenu un débris. C'était un Keli, un tissu, un Beged, et maintenant qu'il a allumé avec ses doigts, avec son allumette, il a maintenant rendu Shever Keli. Il a rendu un débris qui est mouktsé. Et alors, et quand il tient l'allumette et il allume, parce qu'il faut allumer la majorité de la mèche qui sort de la veilleuse, eh bien, il est en train de toucher le mouktsé, un débris. Mais Rabbi Akiva Savar, par contre, Rabbi Akiva, lui qui autorise, pourquoi? Il pense que Kipoul Mo'il. Déjà, il dit que quand avant Yom Tov, tu avais roulé ce tissu, déjà tu l'as transformé en mèche, ce n'est plus un beged. Mais en Torah Keli Alav, ça ne s'appelle plus Keli. Et donc, lorsqu'il va l'utiliser pendant Yom Tov en tant que mèche, il n'allume pas un beged. Il allume comme un morceau de bois. Tu as le droit d'allumer un morceau de bois pendant Yom Tov? Oui, eh bien, tu as le droit d'allumer une mèche, sans aucun problème. Amar Rabbi Yosef, Haïnu detanina, Gimel al Gimel metzum tzamot, velo yadana lemay hilcheta. Rabbi Yosef dit à ce propos, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir entendu cette belle explication. Ça me permet de comprendre rétroactivement une baraïta dont je ne comprenais pas le sens. Il y avait une baraïta que j'avais apprise qui disait à propos de cette Mishnah qu'on parle d'une mèche qui fait exactement 3 doigts sur 3 doigts.
et je n'ai jamais compris le sens. Quel est l'intérêt de nous dire une chose pareille? C'est quoi cette histoire? Maintenant, je comprends que tout est basé là-dessus, en effet. C'est justement parce que cette mèche était un bégued qui faisait 3 doigts sur 3 doigts exactement. Donc, lorsqu'on l'allume, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, il va y avoir une dimension, une taille de tissu qui est inférieure à 3 doigts sur 3 doigts. Donc, on est passé de bégued à non-bégued, d'un Kéli à Shever Kéli. Et c'est ce qui donne toute l'explication splendide qu'on vient de voir. Tandis que si le tissu était grand, les amis, imaginons par exemple, ce n'était pas 3 doigts sur 3 doigts, c'était par exemple 6 doigts sur 6 doigts, exemple. Donc c'était une longue mèche. Eh bien, même quand j'allume et je tiens la majorité, pour allumer la majorité de la mèche qui sort de la veilleuse, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que tant que je tiens avec mon allumette, ce tissu, il est encore tissu. Il est encore bégued. Pourquoi il est encore bégued? Parce qu'il a plus que 3 doigts sur 3 doigts. Toute la problématique, selon Rabbi Eliezer, n'a lieu d'être que dans la mesure où on a affaire à un tissu qui faisait exactement le strict minimum pour s'appeler bégued, c'est-à-dire 3 doigts par 3 doigts. Mais s'il faisait par exemple 5 doigts par 5 doigts, alors même si j'allume et je tiens, je ne tiens pas du mouktsé. Pourquoi je ne tiens pas du mouktsé? Parce que tant qu'il reste encore une taille de shalosh etzbaot al shalosh etzbaot, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est encore un kéli, c'est pas un mouktsé. Voilà comment Rav Yosef a dit, je suis heureux d'avoir compris maintenant le sens de cette précision. Voilà les amis, vous avez compris un sujet. Maintenant, on va passer à une autre étape. La Gemara fait la déduction suivante. Umideka metaretz Rav Ada bar Ahava aliba de Rabbi Yehuda shmamina ke Rabbi Yehuda svirale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez qu'il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos du mouktsé pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Rabbi Shimon est beaucoup plus tolérant par rapport au mouktsé. Rabbi Yehuda est beaucoup plus strict. Eh bien, à propos de l'allumage de mon fourneau, par exemple, moi j'ai besoin de cuisiner pendant Yom Tov, évidemment que c'est permis, et j'ai le droit d'allumer mon four à partir d'une flamme existante. Question, est-ce que j'ai le droit d'utiliser des débris de kélim? J'ai le droit de prendre des bûches de bois, les jeter dans mon fourneau, certes. J'ai le droit de prendre un kéli entier en bois et de le jeter dans mon fourneau, certes. Là où il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est si le kéli, par exemple, j'ai dit la chaise, je me suis assis dessus, et voilà, baf, cette chaise de bois, elle a craqué, elle s'est fendue, elle a cédé, et maintenant, je prends un débris de cette chaise. Est-ce que j'ai le droit de prendre dans ma main le débris? Rabbi Yehuda dit non, c'est mouktsé. Rabbi Shimon dit oui, il dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de mouktsé pour Rabbi Shimon. Vas-y, prends ce débris, mets-le dans le fourneau. Toute l'explication que nous avions donnée précédemment au nom de Rav Ada bar Ahava, elle est basée sur quoi? Sur un dénominateur commun. C'est que aussi bien Rabbi Eliezer comme Rabbi Akiva, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda d'interdire de toucher pendant Yom Tov un shever keli, un débris de keli, parce que ça s'appelle mouktsé. Ça s'appelle nolad. Si Rav Ada bar Ahava a fait dire à Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva que la halakha est comme Rabbi Yehuda, sous-entendu que lui personnellement, Rav Ada bar Ahava a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda et pas comme Rabbi Shimon. Sous-entendu que lui, il interdirait pendant Yom Tov de prendre un débris de Kéli dans sa main pour le mettre dans le fourneau, comme Rabbi Yehuda, contrairement à Rabbi Shimon qui le permet. Et pourtant,
Rav Ada bar Ahava lui-même a été possède comme Rabbi Shimon. Regardez ça. Umi Amar Rav Ada bar Ahava Hachi, dernière ligne. Vea Amar Rav Ada bar Ahava. Dire. Rav Ada bar Ahava aurait autorisé explicitement de prendre un Kéli qui vient de naître pendant Yom Tov, qui est Nolad, qui est Mouktsé d'après Rabbi Yehuda, et lui, il autorise de prendre ce Kéli et de le jeter dans le feu pendant Yom Tov. De quoi parle-t-il exactement? Il parle de Nochri Shehaka Kav Babakaat. C'est quoi Bakaat? C'est une bûche de bois. C'est quoi Kav? C'est une mesure. Vous savez qu'à l'époque, on avait toutes sortes de mesures. Il y avait une mesure qui s'appelait CA, une mesure qui s'appelait Kav, une mesure qui s'appelle EFA, ou bien log, ou bien cor. C'était des mesures qu'on appliquait à l'époque. Alors maintenant, imaginez-vous un goy qui a pris un morceau de bois, il a pris la bûche de bois, et il a pris son rabot, sa scie et son marteau, et il a travaillé jusqu'à ce qu'il a transformé la bûche de bois en kéli, qu'on appelle un cave, un verre mesure, qui mesure un cave. Est-ce que moi, juif, pendant Yom Tov, ai-je le droit de toucher à ce kéli? D'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. Pourquoi? C'est mouktsé, car il vient de naître. C'était un morceau de bois que je pouvais toucher et mettre dans mon fourneau. Mais maintenant que c'est devenu un kéli, un cave, eh bien, je n'ai plus le droit de le toucher. Je ne peux pas le prendre et le mettre dans mon fourneau, ce cave en bois. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit aucun problème. Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de mouktsé, il n'y a pas de issour, il n'y a pas d'interdiction à prendre cet objet qui vient de naître. Donc tu vois que Rav Ada bar Ahava, comme qui il a été possèque, il a tranché la halakha comme Rabbi Shimon et pas comme Rabbi Yehuda. Alors il se contredit. La réponse, la Gemara. Les divrehem de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ka'amarle. Vele losvirale. C'est-à-dire, Rav Ada bar Ahava, c'est pas parce qu'il t'a donné une explication pour mieux comprendre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva que forcément il tient de leur opinion. Non. Il t'a simplement dit que aussi bien Rabbi Akiva comme Rabbi Eliezer, les deux ont tranché la halakha comme Rabbi Yehuda. Ils interdisent le mouktsé pendant Yom Tov. Mais lui, personnellement, Rav Ada bar Ahava, il dit, moi je permets. D'après lui, Rav Ada bar Ahava, puisqu'il s'appuie sur l'opinion de Rabbi Shimon, qui autorise le mouktsé pendant Yom Tov, lui, il dit, moi je n'ai aucun problème. Moi, je prendrai une mèche qui est fabriquée d'un tissu roulé, aucun problème. Pour moi, je ne pense ni comme Rabbi Akiva et ni comme Rabbi Eliezer. Moi, je m'appuie sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon bar Yochai, lui, autorise le mouktsé pendant Yom Tov. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de contradiction. Rav Ada bar Ahava, ce qui t'a expliqué dans la théorie, c'était simplement pour te faire comprendre la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Mais lui, personnellement, comme qui il pense comme Rabbi Shimon. Ni comme Rabbi Eliezer, ni comme Rabbi Akiva. Grave. Oui. Il y a Nola, oui, mais il y a Nolad et Moksé, c'est deux choses différentes quand même. C'est vrai, mais Rabbi Shimon autorise aussi bien le Nolad comme le Mouktsé. Razak. Quatrième ligne. Rava Amar, Haïnu Tama de Rabbi Eliezer, les filles she'en madikin, biptila shena mechurechet, velo bismartutin shena mechurachim. Maintenant, Rava arrive avec un chidouche.
Et il te dit, tu te souviens, c'était quoi la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? C'était de savoir, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un morceau de tissu que l'on a roulé, plié, en tant que mèche, l'Irvot Shabbat. Alors, on n'arrivait pas à comprendre pour quelle raison Rabbi Akiva disait permis et Rabbi Eliezer disait interdit. À cause de cela, on est parti chercher 4 introductions. 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'on ait compris pourquoi Rabbi Eliezer dit non et Rabbi Akiva dit oui. Rabbi dit, moi je vais t'expliquer beaucoup plus simplement la Mishnah. La mahloket entre eux, elle n'a pas lieu que le Yom Tov qui tombe vendredi avec toutes ces introductions. Ce n'est pas la peine. Moi, je vais te dire exactement quel est l'objet de leur discussion. En fait, on parle bien d'un vendredi classique et pas uniquement un vendredi qui est tombé, Yom Tov, et avec toute l'histoire du Beget, Shever Kelly. Pas besoin de tout ça. Regarde et observe les mots de la Mishnah. Relisons la Mishnah. Petilat ha-beged shekipela velo hava. Traduction mot à mot. Un beged qu'on a plié et dont on a fait une petila, une mèche, parce qu'on l'a plié, kipela, roulé. Velo hava. C'est quoi velo hava? Qu'on n'a pas mouché. Ça veut dire qu'on n'a pas carbonisé l'extrémité de la mèche avant Shabbat, n'est-ce pas? Avant d'allumer les nérotes. C'est de cela qu'il s'agit. Rabbi Eliezer te dit, obligé de préparer la mèche. Lorsque madame va venir avec son allumette pour allumer les nérotes Shabbat, il faut que déjà monsieur ait préparé les bougies. Comment? Qu'il mouche les mèches. J'ai dit monsieur, ça peut être aussi madame. Mais en tout cas, ça doit se faire en 2 temps. D'après Rabbi Eliezer, il ne faut jamais allumer les veilleuses d'emblée, de but en blanc. Tu arrives et tu trouves une mèche qui est vierge et qui va te mettre 3 heures jusqu'à ce qu'elle va prendre. Non. Il faut préparer la mèche. Et comment tu prépares la mèche? Pas seulement que tu as roulé le tissu. Il faut d'abord que tu l'aies allumé un petit peu et que tu l'aies éteint pour moucher la mèche. Comme ça, quand tu vas allumer l'Irvot Shabbat, ce sera un allumage facile, fluide, simple. Tu n'as pas le droit d'allumer l'Irvot Shabbat des nérotes qui n'ont pas été mehouvav, qui n'ont pas été mouchés. Tandis que Rabbi Akiva dit, ce n'est pas grave. Bien sûr que de préférence, il vaut mieux avoir une mèche qui a été mouchée au préalable, mais si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave, tu peux l'utiliser. Madlikinba. Ah, et maintenant, c'est tellement simple la Mishnah. Petila tabeged shekipela velo yivhava. Rabbi Eliezer Omer en madlikinba. Rabbi Akiva Omer madlikinba. C'est-à-dire un tissu qui était beged, que l'on a plié et roulé pour en faire une mèche, mais on ne l'a pas mouché au préalable. Rabbi Eliezer dit non, il ne faut pas allumer le nerf de Shabbat avec. Et Rabbi Akiva dit oui, tu peux. C'est tout. Simple comme bonjour. Voilà. Je voudrais vous donner un synonyme du mouchage. Pas seulement les havhev, mais aussi l'aharoch. Iharouche, comme dit la Gemara. Regardez, je vous fais relire Rava. 4e ligne en haut. Yes. J'ai une question. Le fait de moucher la mèche, ça n'entraîne pas le fait qu'on détruise le Beged et que ça devienne des shvarim de Beged? Pendant le Yom Tov, on ne parle pas de Yom Tov. On parle d'un vendredi classique. C'est ça ce que Rava est en train de nous dire. Il est en train de... Il a tout balayé. Rava a tout balayé. Il dit, oublie tout ce que tu as appris.
Moi, je ne suis pas aussi compliqué que cela. Moi, je comprends la Mishnah simplement comme une lettre à la poste. La Mishnah ne parle pas de Yom Tov. Elle parle d'un vendredi classique. Et simplement, elle nous dit comment il faut allumer convenablement les nérodes de Shabbat. Rabbi Eliezer exige que les mèches soient faciles à allumer en étant mouchées préalablement. Et Rabbi Akiva dit, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. Donc Alors, on va lire ça dans les mots. Comment? On ne tient plus compte de Béguet ou pas Béguet? Non, pas du tout. Bouchim Tiyou. Alors, je vous relis, 4e ligne. Rava Amar, Haïnu Tama de Rabbi Eliezer, les filles chez En Madlikin, Bapetila, chez Ena Mechurechet, Velo Bismartutin, chez Ena Mechurachim. Rava, la raison de Rabbi Eliezer, pourquoi il a disqualifié cette mèche, c'est parce qu'il dit on n'a pas le droit d'allumer avec une mèche qui n'a pas été mouchée. Velo Bismartutin, chez Ena Mechurachim, ni avec des chiffons qui n'ont pas été mouchés. Donc, comment on a dit ici mouché, on n'a pas utilisé le verbe de la Mishnah. La Mishnah, elle a utilisé quel verbe? Les havhev. Et la Gemara, elle a utilisé quel verbe? La haroch. Donc, ce sont deux synonymes. Très bien. Alors maintenant, la Gemara dit, d'accord, c'est sympa. Rava a rendu la vie rose, mais je voudrais juste comprendre, d'après lui, quel est donc le sens de la braïta qu'a cité Rav Yosef. Elaha detane Rav Yosef. Shalosh al shalosh metzum tsamot. Lemay hilcheta. Rav Yosef avait bien dit qu'il avait appris, quand il était jeune, une braïta relative à cette Mishnah qui nous dit que cette Mishnah parle précisément d'un tissu qui fait juste la taille de shalosh al shalosh etzbaot. 3 doigts sur 3 doigts. Maintenant, ça n'a plus de sens. Encore comme tu me disais que c'était Yom Tov qui tombe à vendredi et que ça s'appelle Beged et après tu détruis le Beged. Donc ça a un sens. Mais maintenant, quel est le sens de cette exigence, de cette précision, qu'on parle d'un Beged qui fait exactement 3 par 3 etzbaot? Quel est l'intérêt? Alors voilà ce qu'il va lui dire. L'Erinyan Tum'a. Il lui a dit, la Baraïta qui a donné cette précision, ce n'est pas par rapport au digne de la Hadlaka, de veille de Shabbat. C'est par rapport au digne de Tum'a. C'est par rapport à la deuxième marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Il y avait eu 2 marloquettes, on avait vu 2 sujets. Le digne de la Hadlaka de Ner Shabbat et le digne de Tum'a. C'est-à-dire un tissu pareil qui était tamé. Si je l'ai plié et je l'ai rendu mèche, est-ce qu'il est encore tamé ou pas? C'est de cela qu'il s'agit. Les Inyan Tum'a. Ditnan, Shalosh al Shalosh chez Amrou, Chutz mina melal, divrei Rabbi Shimon. Chachamim omrim, Shalosh al Shalosh mechuvanot. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a dit que un beged, quand tu le plies, alors il est détruit. C'est quoi un beged? Qu'est-ce que tu appelles beged? Tu m'as dit shalosh al shalosh. Tu veux savoir quand est-ce que on considère qu'il a 3 sur 3, que si tu as fait l'ourlet. Chutz mina malal. C'est quoi le melal? Melal, c'est l'ourlet. Lorsque tu as plié le tissu et que tu as fait l'ourlet et qu'il te reste encore shalosh al shalosh, ça s'appelle beged. Mais si le tissu, le chiffon, il est de shalosh al shalosh sans l'ourlet, maintenant quand tu vas le plier, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre capelle, tu vas faire l'ourlet. Eh bien, il y a moins de 3 sur 3. Vous comprenez? Est-ce que quand on a dit qu'un tissu, même minuscule, il peut servir de raccommodage pour les pauvres, ils ne jettent pas à la poubelle les morceaux de tissu, car pour eux c'est précieux. Ça peut servir un jour pour raccommoder le trou dans le pantalon du petit enfant qui jouait au football et qui s'est
déchiré au niveau du genou, eh bien on le garde. Mais qu'est-ce que tu gardes? Un tissu qui fait 3 sur 3? Non, il y a aussi l'ourlet. Alors il y en a un qui dit même 3 sur 3, même sans l'ourlet. Et l'autre il dit Dafka avec l'ourlet. Et c'est ça la discussion. Regardez-moi ça. Rachi, s'il vous plaît. Troisième des petites lignes de Rachi. En haut à droite. Chutz mina melal, à part l'ourlet. Derer tofre bgadim, l'habitude des tailleurs. Limlol mina begadim, les kofla me'ad savi la tfira ve'at kartofer. De plier dans les extrémités du tissu pour ensuite coudre, pour faire un ourlet. Les shalosh al shalosh, sofo litpor litlay bebeged ani. Et à quoi ça sert ce petit morceau de tissu? Ça sert de pièce de raccommodage pour le trou dans un vêtement d'ani, des pauvres. La reine archevoa liot keli, c'est pour cela que ça s'appelle keli. Et ça peut être mekabel tum'a. Il carte sarich liot boyoter mishiur amalal, kede sheyatla et shalosh al shalosh. C'est pour cela que le morceau de tissu, il doit faire plus que 3 sur 3. Afin que même après l'ourlet, il reste shalosh al shalosh. Tandis que l'autre dit non, afilu mechuvanot, metzum tsamot, ou be'achir shevoa. Hachamim, quand ils ont dit 3 par 3, et tzvaot, t'as pas besoin de compter plus pour l'ourlet. Et après le gars d'ekshit pour lo avec shalosh, et bien que lorsqu'il va coudre l'ourlet, ça va faire moins que 3 sur 3. Malgré tout, ça s'appelle beged. Il y a une ouhar de Rabbi Yosef. Et c'est ça ce que Rabbi Yosef voulait nous enseigner. Velav mishum de yavatfe lomitame chol sheken elalei de Tanakama. C'est-à-dire que la mahloket, la baraïta qu'a cité Rabbi Yosef quand il a dit 3 etzbarot sur 3 etzbarot, c'était pas par rapport à la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. C'était par rapport au din de Tum'a. Quand on a dit que même un beged de 3 etzbarot sur 3 etzbarot, ça s'appelle beged pour le pauvre, pour le hani, parce qu'il ne le jette pas à la poubelle. Est-ce que c'est avec ourlet ou sans ourlet? C'est ça ce qu'il a dit. Cette baraïta, elle exclut le Tanakama. Tanakama a dit qu'il faut 3 etzbarot sur 3 etzbarot, à part l'ourlet. Et le deuxième Tana, le Tana de cette baraïta, dit non. Même si après ourlet, tu as moins que 3 etzbarot, c'est pas grave, ça s'appelle tout de même beged. Parce que Hachamim, quand ils ont dit shalosh etzbarot, ourlet inclus. C'est-à-dire, tu peux faire l'ourlet, ce n'est pas grave. Très bien. Maintenant, la Gemara va rebondir sur ce qu'on avait appris précédemment. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Masikin bekelim ven masikin beshivre kelim. Divrei Rabbi Yehuda. Le Rabbi Shimon matir. Écoutez Rabotai maintenant, on va apprendre un sujet qui est le même, mais dans 3 cas de figure différents. Mechila, une seconde. Le vent m'envole, le vent il m'envole une épingle de vêtements, tu vois, de la corde à linge. Chaque fois, les feuilles s'envolent. Alors, les frères et les amis, Excusez-moi, Rav. oui, Je profite de l'interruption. On a pris un ourlet, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre chose. Hein. donnez un exemple. Je sais pas moi, un bout de tissu, quoi. Pourquoi un ourlet d'Afka? Le bout de tissu, on a dit que tant qu'il a 3 etzbaot sur 3 etzbaot, il est mekabel tum'a. Il peut devenir tabi au contact d'une source d'impureté. Si sa taille est inférieure à 3 etzbaot par 3 etzbaot, ça ne s'appelle plus beged, même pas pour les pauvres. Et par conséquent, même si ça touche une source d'impureté,
le tissu restera tahor. Maintenant, quand on a donné cette halakha, est-ce qu'on a pris en considération l'ourlet, oui ou non? C'est ça la discussion. Certains disent, bien sûr que c'est 3 etzbaot, sur 3 etzbaot, mais c'est après ourlet. Ça veut dire que tu dois compter l'ourlet, et après avoir fait l'ourlet, il te reste encore 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Et l'autre dit non, même si le tissu, en tout et pour tout, il fait que 3 etzbaot, bien qu'après ourlet, ça va faire moins, mais ça s'appelle tout de même tissu. Ça s'appelle beged. Et par conséquent, il est mekabel touma. C'est l'objet de la discussion. Maintenant, les amis, la Gemara va nous présenter une triple mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda à propos de Mouktsé. Yom Tov, on sait que Rabbi Yehuda interdit de toucher au Mouktsé. Et qu'est-ce qu'il appelle Mouktsé? Par exemple, comme j'ai donné un exemple de Nolad. J'avais une chaise. Une chaise, c'est une chaise. Pendant Yom Tov, elle s'est cassée. Maintenant, ce n'est plus une chaise. Qu'est-ce que c'est? C'est un débris. Quand est-ce qu'il est né, ce débris? Il est né pendant Yom Tov. Car avant Yom Tov, c'était une chaise. On n'avait pas de débris, on avait une chaise. Maintenant que ça a été fendu en deux, quelqu'un de gros s'est assis dessus, pac, la chaise a cédé, et bien maintenant, c'est un débris qui est né pendant Yom Tov. A-t-on le droit de prendre ce débris et de le jeter dans le four, dans le fourneau pour cuire ces aliments? Rabbi Shimon dit oui, Rabbi Yehuda dit non. Pourquoi Rabbi Yehuda dit non? Il dit c'est Mouktsé. Eh bien, Rav, qui nous a cité cette mahloket, il a cité à 3 reprises. Une fois par rapport au kélim, comme je viens de dire, une deuxième fois par rapport au noyau de date. Il dit quand tu as ouvert la date, tu as mangé la date, tu as maintenant des noyaux. Tu n'as pas le droit maintenant de prendre les noyaux avec ta main pendant Yom Tov et de les jeter dans le fourneau comme combustible, d'après Rabbi Yehuda. C'est Mouktsé. Rabbi Shimon permet. Troisième cas de figure, troisième exemple, c'est les noix, pardon, la coquille de noix. Moi, j'ai mangé des noix pendant Yom Tov, j'ai pris mon casse-noix, clac, 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 j'ai mangé la noix, il me reste maintenant sur la table des coquilles de noix. Ai-je le droit de prendre avec mes mains ces coquilles de noix et de les mettre dans mon fourneau comme combustible? Je sais que vous souriez parce que qui a besoin de ça? D'aller prendre des coquilles de noix comme combustible. Mais mettez-vous dans le contexte de l'époque où on n'avait pas de four électrique, on n'avait pas de plaque de cuisson à gaz. Tout était fait avec soit du charbon, soit des bûches de bois. Eh bien, on ne jetait rien. Rien ne se perd, tout se récupère. Et qu'est-ce qu'on faisait? Même les noix, une fois qu'on avait mangé le fruit, on récupérait les coquilles pour les mettre comme combustible dans le fourneau. Pourquoi pas? Même les noyaux de date, on ne les jetait pas. On les mettait comme combustible dans le four. Alors, la question est de savoir, est-ce que pendant Yom Tov, a-t-on le droit de prendre ces noyaux de date ou ces coquilles de noix ou ces débris de kélim? Eh bien, Rav nous dit que dans ces 3 cas de figure, Rabbi Yehuda interdit et Rabbi Shimon permet. Et évidemment, la Gemara va s'étonner en disant « Mais pourquoi avait-on besoin de donner 3 exemples ?» Il aurait été amplement suffisant de nous présenter la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans un cas de figure de Mouktsé. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de le répéter 3 fois? Alors je lis dans les mots. Amar Rabbi Yehuda Marav, Masikin bekelim, ve'en masikin bechibre kelim, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda te dit, on a le droit d'allumer le four avec des kelim de bois pendant Yom Tov, mais on ne peut pas allumer son four avec des débris de kelim, car les débris de kelim, c'est Mouktsé, selon Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon m'attire, mais Rabbi Shimon autorise. Deuxième exemple, Masikin batemarim. On a le droit de prendre des dattes elles-mêmes telles quelles et de les jeter dans le four comme combustible. C'est intéressant. Il y a des gens qui n'avaient même plus de combustible, les pauvres, ils n'avaient plus d'autre choix que de prendre des dattes elles-mêmes et de les mettre dans le four comme combustible. Ça s'est permis d'après tout le monde. Achalan,
Mais s'il a mangé la chair de la date, il reste que le noyau. En masikin begar'inehem. On n'a pas le droit d'utiliser les gar'inim, de prendre avec sa main les noyaux pour les mettre dans le four. Divrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Shimon matir, et Rabbi Shimon permet. Masikin be'egozin, avan en masikin be'klipotehen, divrei Rabbi Yehuda. On peut prendre des noix tout entières et les jeter dans le four Yom Tov pour s'en servir comme combustible. Mais on n'a pas le droit de manger le fruit et de prendre ensuite avec sa main les coquilles, car les coquilles sont mouktsé d'après Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Shimon matir, et Rabbi Shimon autorise. Alors la Gemara dit, Utsricha, on avait besoin de nous présenter ces 3 cas de figure, étant donné que d'un cas, on n'aurait pas pu déduire l'autre. D'une halakha, on n'aurait pas pu déduire l'autre. Pourquoi? Des iash mu'inan kamaita. Si on nous avait enseigné la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon uniquement par rapport aux débris de chaises, aux débris de Kéli, j'aurais pu penser Behahi kama Rabbi Yehuda, Mishum de Merikara Kéli, Behashtash Shever Kéli, Behaval Enolad, Behasur, Aval Temarim, de Merikara Gar'inim, Behashta Gar'inim, Ima Shapir Dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne nous avait pas enseigné l'interdiction de Rabbi Yehuda par rapport au noyau de date, on n'aurait pas pu comparer le noyau de date au Shever Kéli. Car j'aurais pu croire que Rabbi Yehuda, ce qu'il interdit, c'est uniquement par rapport à des débris de Kéli. Car avant, c'était une chaise, et maintenant, c'est un morceau de bois. Ce morceau de bois, il est nolad, il est né pendant Yom Tov. C'est pour cela que Rabbi Yehuda le considère mouktsé. Mais j'aurais pu penser que par rapport au noyau de date, ces noyaux de date ne sont pas nés pendant Yom Tov. Les dates, elles étaient là. Dedans, il y avait des noyaux. Certes, on ne les voyait pas, mais elles étaient là. Ils étaient là, ces noyaux. Puisque le noyau était là, peut-être que ce n'est pas comparable à un débris. Un Kéli qui s'est cassé Yom Tov, alors le débris est né pendant Yom Tov. Avant Yom Tov, il n'y avait pas de débris. Il y avait une chaise, il y avait une table. Un débris qui est né pendant Yom Tov, c'est mouktsé d'après Rabbi Yehuda. Tandis que, dans le cas des noyaux de date, j'aurais pu penser que Rabbi Yehuda autoriserait. Pourquoi? Car on ne peut pas qualifier le noyau de date comme nolad, comme quelque chose qui vient de naître, puisque c'était là avant Yom Tov. Eh bien, c'est cela le chidouj, que tout de même, bien que les noyaux étaient là avant Yom Tov, mais étant donné qu'ils faisaient partie intégrante de la date, et maintenant qu'on a mangé la chair de la date, il ne reste plus que le noyau tout seul, c'est comme nolad. C'est comme si le noyau vient de naître pendant Yom Tov. Car avant Yom Tov, il n'était pas en tant que noyau. Si les noyaux étaient là avant Yom Tov, les noyaux en tant que noyaux avant Yom Tov, c'est sûr que ce n'est pas nolad, ce n'est pas mouktsé. Rabbi Yehuda autoriserait de prendre ces noyaux, de les mettre dans le four. Mais maintenant que à l'entrée du Yom Tov, c'était une date, qu'est-ce que tu as fait pendant Yom Tov? Tu as ouvert la date, tu as mangé la chair, tu as maintenant un noyau. Ce noyau, il vient de naître. Et donc, c'est mouktsé d'après Rabbi Yehuda. Et ça, on ne pouvait pas le deviner. Et qu'est-ce qu'on ferait, Daniel? Qu'est-ce qu'on ferait d'une chaise qui se serait cassée et qui serait. Donc, les deux parties seraient des morceaux. Mais si je peux encore utiliser la chaise, est-ce que j'aurai le droit de m'en servir? Oui. Tant que c'est un Kéli, il n'y a pas de problème. Tant que ça a encore sa fonction première, c'est utilisable, ça s'appelle Kéli, il n'y a aucun problème. Ce n'est que lorsque c'est inutilisable, ça s'appelle Shever Kéli, et c'est là que c'est mouktsé d'après Rabbi Yehuda. Faudrait sur 3 pieds au lieu de 4, ça marche. Tant que c'est utilisable. Tant que c'est utilisable. Ah bon? Bizarre. Maintenant, la Gemara nous dit, ok, tu m'as enseigné le din de mouktsé dans les deux cas de figure, ou non, un débris de Kéli, assour d'après Rabbi Yehuda, mouktsé. Tu m'as enseigné le din du noyau de date, mouktsé d'après Rabbi Yehuda, mais qu'est-ce que tu avais besoin de me le dire aussi pour les coquilles de noix? Veyash mo'inan gar'inin hava amina
דמעיקרא מחסיין והשתא מגליין. אבל קליפי אגוזים דמעיקרא מגלו והשתא מגלו, אימר שפיר דמי צריכה. Je te dis voilà. Tu veux savoir pourquoi je trouvais nécessaire de te donner le troisième exemple par rapport aux coquilles de noix. Que si j'ai mangé les noix pendant Yom Tov, j'ai pris le fruit, il ne me reste plus qu'un monticule de coquilles sur la table. Je n'ai pas le droit, d'après Rabbi Yehuda, de les prendre avec mes mains pour les mettre dans le fourneau. C'est parce que nous aurions pu croire que ça, c'est permis. Les noyaux de date, pourquoi Rabbi Yehuda les considère nolades? Parce qu'elles étaient invisibles. Au début du Yom Tov, on avait des dates. Où sont les noyaux? Tu ne les vois pas. Maintenant que tu as ouvert la date, tu as mangé la chair, tu as mangé le fruit, il te reste le noyau, je peux dire que ce noyau vient de naître, car il n'était pas visible auparavant. Mais la coquille de noix, qui elle est plutôt à l'extérieur de la noix, le fruit se trouve à l'intérieur et la coquille à l'extérieur, contrairement à la date où le fruit est à l'extérieur et le noyau à l'intérieur. Alors on n'aurait pas pu les comparer. Et on aurait pu croire que Rabbi Yehuda n'interdit que les noyaux de date parce qu'ils étaient invisibles, mais il permettrait la coquille de noix, car elle est visible. Eh bien, même ça, il interdit. Même ça, il interdit. Pourquoi? Parce qu'il dit, la coquille de noix faisait partie de la noix. Elle était annexée au fruit qui est à l'intérieur. Mais maintenant que tu as séparé la coquille du fruit de l'intérieur, cette coquille, désormais, s'appelle nolad. Avant, je ne l'appelais pas une coquille de noix. Avant, je l'appelais une noix, car l'essentiel, c'était le fruit. Et la peau, la coquille, n'était qu'une annexe. Et maintenant que j'ai séparé les deux, désormais, la coquille de noix est née pendant Yom Tov. C'est pour cela que Rabbi Yehuda interdit l'utilisation de ces coquilles de noix comme combustible pour le four. Et il fallait nous le dire, car il ne va pas sans le dire. Et pour Rabbi Yehuda, si je les ai désignés avant Yom Tov? Malgré tout, c'est comme si j'ai désigné avant Yom Tov l'œuf de la poule. Non, c'est pas la même chose. L'œuf de la poule, elle n'est pas là. Eh bien, la coquille de noix non plus n'est pas là. Bah si. Si? Non, c'est une noix. Une peau d'orange, ça ne s'appelle pas une peau d'orange. C'est une orange. Quand est-ce que ça s'appelle une peau d'orange? Quand on l'a séparée de l'orange. Mais maintenant, ce n'est pas considéré comme un élément en soi, à part entière. C'est considéré un élément à part entière que lorsque c'est séparé de l'élément auquel il est annexé. C'est ça le chidouche de Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, le nolad, c'est tout élément qui revêt une dimension nouvelle. Avant, c'était une coquille de noix. C'était un noyau de date. C'était une chaise. Parce que sinon, même la chaise, je vais dire la même chose. La chaise, n'est-ce pas, ce sont deux moitiés. Pourquoi tu dis que c'est nolad? C'est un débris. Et ce débris, il faisait partie de la chaise. Et la chaise, elle était là avant. Oui, mais toute forme nouvelle que prend la chose, c'est comme si elle vient de naître. Voilà donc. La Gemara conclut en disant Sricha. Voilà la nécessité de nous enseigner ces trois exemples. On continue. La Gemara, comme très souvent, nous dit que cet enseignement de Rav n'a pas été dit explicitement par Rav, mais à des Rav, là, mais Firouchitma, une Cet enseignement qu'on vient de nous présenter au nom de Rav n'a pas été enseigné explicitement par Rav. On l'a déduit de l'un de ses comportements. Ve'ha de Rav, lav bifirush itmar.
Ela miklala itma. Derav achal tamre. Veshada kashiata le buchia. Amar le Rabbi Chia bar pahte. Amar le Rabbi Chia bar pahte. Kenegdo beyom tov assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, Rav était en train de manger des fruits, des dattes. Et c'était un jour de semaine, hein, ce n'était pas pendant Yom Tov. Il a pris le noyau et il a jeté dans Bouchia, c'est-à-dire un endroit comme une cuve où on jetait là-bas les noyaux pour que les animaux viennent manger par la suite. Amar le Rabbi Chia, son oncle, Rabbi Chia lui a dit, Bar Pahte, fils de grand, Pahat, Peha, c'est un pacha, comme on retrouve dans Megillat Esther. Et la hashdar penim ve la pahot. Écrivez-una les pehatecha. Dans la Bible, on retrouve souvent que le pacha s'appelle paha, peha. Alors il lui a dit, fils de pacha, fils de grand. Vous savez que c'était son neveu. Kenegdo be Yom Tov assour. Il lui a dit, si tu avais fait ça pendant Yom Tov, c'est assour. Pourquoi? Parce que tu tiens avec ta main les noyaux. Tu n'as pas le droit. Alors, de là, on déduit qu'en effet, c'est Mouktsé. D'après qui c'est Mouktsé? D'après Rabbi Yehuda. Les noyaux de date. La Gemara se demande, Kibla miné ou lo Kibla miné? Est-ce que Rav a accepté la halakha de son oncle ou il n'est pas d'accord avec son oncle? Ça veut dire, est-ce que Rav il s'appuie sur Rabbi Yehuda qui interdit le Mouktsé? Par conséquent, les noix de date sont interdites? Ou bien au contraire, il s'appuie sur Rabbi Shimon qui autorise le Mouktsé? La Gemara dit Tashma, viens, on va essayer de déduire ensemble d'une autre histoire. Des Chiyata Rav les Bavel, lorsque Rav est arrivé pour s'installer en Babylonie, Achal Tamre, Veshada Kashiata le Hevata, Maïlav, Beparsiata, Velo Kibla. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pendant Yom Tov, il ouvrait les dattes, il mangeait, il prenait les noyaux et il les jetait. À qui il les jetait? Aux animaux. Hevata, c'est quoi Hevata? Hayot, en araméen. Haya, aux animaux. Donc, a priori, ça veut dire qu'il s'oppose à son oncle. Tonton Rabbi Chia lui a dit, mon fils, si tu fais ça pendant Yom Tov, c'est assourd. Est-ce qu'il a accepté ou pas le issour de son oncle qui s'appuie sur Rabbi Yehuda qui est interdit? Ou bien au contraire, il s'oppose à son oncle et lui s'appuierait sur Rabbi Shimon qui autorise? Eh bien, la Gemara dit, a priori, il s'oppose à son oncle, puisqu'il s'est permis en Babylonie de prendre des noyaux de dattes et de les jeter pour les animaux. La Gemara dit, là, on ne parle pas de Parsiata, on parle de Aramiata. C'est quoi cette histoire? Alors écoutez, il y a deux sortes de dattes. Il y a des dattes de bonne qualité que l'on appelle Parsiata, et il y a des dattes de mauvaise qualité qu'on appelle Aramiata. Certainement, ça c'est des dattes d'origine perse, Parsiata, et ça ce sont des dattes d'origine syrienne, de Aram, de Aramiata, Arami. Les dattes perses, elles sont de très bonne qualité. Pourquoi? La chair, c'est comme le madjoul. Vous avez déjà ouvert des dattes madjoul? Regardez, ouvrez les madjoul, vous allez voir le noyau, il est loin de la chair. Vous n'avez pas besoin de vous bagarrer avec le noyau pour extraire toute la chair. Vous ouvrez, on dirait que le noyau, il est déjà détaché de la chair. Donc le noyau, il est nickel. Ça, c'est les bonnes dattes, Parsiata, comme des madjoul. Tandis que les Aramiata, c'est des dattes, je ne sais pas si vous avez vu comme ça, comme les dattes jaunes, où la chair, elle est collée au noyau. Pour avoir la chair, vous ne pouvez pas facilement vous débarrasser du noyau. Vous devez prendre un couteau, essayer de retirer chaque morceau de chair de la datte
Et à chaque fois, il reste encore un petit bout de chair sur la date. D'ailleurs, après, vous pouvez prendre le noyau et vous pouvez sucer le noyau parce qu'il reste encore des petits morceaux de date collés au noyau. Ça, c'est les dates de mauvaise qualité. Alors voilà. Quand est-ce que le noyau est mouktsé? Quand le noyau, c'est un noyau de Majoul, de Parsiyata. Alors ce noyau-là, il n'y a pas du tout de chair, de date, il n'y a pas de fruits. Donc il n'y a que le noyau, c'est mouktsé. Rav serait d'accord avec son oncle qui s'appuie pour Rabbi Houda, qui dit que c'est mouktsé, donc interdit de prendre ces noyaux dans la main, avec la main et de les donner aux animaux. Tandis que lui, Rav, quand il s'était autorisé de le faire, parce qu'il s'agissait des noyaux où il y avait encore du fruit dessus, il y avait encore de la chair de date dessus, parce que c'était des dates de mauvaise qualité. La Gemara continue de développer ce sujet. Amar le Rav Shmuel Barbar Hana le Rav Yosef. Rav Shmuel Barbar Hana a dit à Rav Yosef, les Rav Yehuda, de Amar Mesikin Bekelim ven Mesikin Beshivre Kelim, Kevan de Adlik Beupurta, Aval le Shivre Kelim, Bechikame Aper, Bisura Kame Aper. Il lui a dit, je ne comprends pas, d'après Rabbi Yehuda, comment ça fonctionne. Rabbi Yehuda nous a dit que interdit de prendre des débris de Kelim pendant Yom Tov et de les mettre dans le four. Pourquoi? Parce que c'est mouktsé, c'est nolad. Avant, c'était une chaise, maintenant, c'est un débris. Excuse me, est-ce que tu as le droit de prendre une chaise et de la jeter dans le four pendant Yom Tov? Il a dit oui, permis. Rabbi Yehuda l'a dit clairement, Masikin Bekelim. Il lui a dit attends. Quand on prend une chaise et qu'on la met dans le four, est-ce que tu crois que voilà, c'est bon? Tu vas t'arrêter là? Tu vas certainement attiser le feu pour que la chaise prenne bien dans le barbecue. Tu ne peux pas jeter une chaise comme ça dans le four, Vézéou. Tu es obligé de remuer les braises. Donc ce monsieur, il va remuer le shever Kelly, c'est-à-dire que le débris de chaise sera forcément remué avec la main du Baal Habayit. Alors, je ne comprends pas comment concrètement c'est applicable. Ça a l'air d'être une halakha théorique, mais pas pratique. Puisque dans la pratique, on est obligé d'attiser le feu en remuant les braises. Et donc, la chaise que tu as mise dedans, tu as pris la chaise, tu l'as mise dans le four. Mais cette chaise, après quelques minutes, elle prend feu, elle flambe, elle n'est plus utilisable. Pendant un certain temps, qu'est-ce qu'on a? On a un Kelly qui est devenu Shever Kelly. On a un Kelly comme une chaise qui s'est cassée en deux. On a maintenant un débris dans le four. Comment Rabbi Yehuda permet d'attiser? Il a dit, c'est une belle question. Voici la réponse. Il lui a dit, des Ravid qui est des Rav Matna. Le conseil, c'est comme a dit Rav Matna. Des Amar Rav Matna, Marav, Etzim, Shenashu, Minadekel, Latanour, Beyom Tov, Marve, Etzim, Urchanim, Umasikan. Aïe. Que c'est beau. Il lui a dit, tu sais quelle est la formule? Quelle est l'astuce? C'est que tu prends ensuite du charbon ou des bûches de bois qui ne sont pas mouktsées et tu les rajoutes dans le four et tu annules la minorité dans la majorité. Les frères et les amis, vous avez vu l'astuce? Normalement, c'est vrai que c'est mouktsé, car lorsque la chaise va prendre feu et elle va brûler, donc du coup, on va avoir un changement de statut. Une chaise qui n'était pas mouktsé, dès qu'elle va flamber partiellement, elle devient mouktsé comme un débris. Et on a déjà dit qu'on n'a pas le droit de prendre des débris de Kelly et de les mettre dans le four. Alors comment ça se fait qu'on a le droit de remuer et d'attiser le feu? Pourtant maintenant la chaise, elle est devenue un débris de chaise. Il lui a dit, tu as raison que c'est assourd. S'il n'y avait que la chaise, mais on ne laisse pas que la chaise, on rajoute du charbon, on rajoute des bûches et on annule la chaise minoritaire
dans le charbon qui est majoritaire. J'ouvre une parenthèse parce que je suis sûr que certains d'entre vous se posent cette question. Il y a une règle. On n'a pas le droit d'annuler la minorité dans la majorité a priori. L'annulation de la minorité dans la majorité, c'est toujours quelque chose qui se fait a posteriori, mais pas a priori. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges. Ça veut dire, tu rajoutes des charbons cachers pour annuler le charbon non cacher, le mouktsé. Ah, elle est bonne celle-là. Mais on n'a pas le droit de faire une opération pareille a priori. Ce n'est que lorsque la minorité s'est mélangée indépendamment de notre volonté, alors là, on dit que la majorité a annulé la minorité. Mais pas que tu viennes, que tu prennes du cacher pour annuler le non-cacher qui est minoritaire. La réponse que la Gemara donne dans Masechet Betsa à cette question, elle dit que ici, comme le feu va brûler le Issour, le feu va brûler le Mouktsé, alors on a le droit d'annuler la minorité dans la majorité. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'annuler la minorité dans la majorité? Lorsque le Issour, il reste entier et le Héter reste entier, ce sont des objets qui sont devant nous. Mais là, le feu, il est en train de tout brûler. Lorsque le feu est en train de tout brûler, on a le droit d'annuler la minorité interdite dans la majorité. Voilà. Et maintenant, Rav Hamnuna va nous apporter une nouvelle lumière quant à la Mishnah. Rav Hamnuna Amar, Hacha bepachot mishlosha al shlosha askinan, umikule matlaniot shanukan. Ve'azda Rabbi Eliezer le'tameh ve'Rabbi Akiva le'tameh. Ditnan pachot mishlosha al shlosha, שהתקינו לפקוק בו את המרחץ ולנער בו את הגדרה ולקנח בו את הרחיים, בין מן המוכן בין שאין מן המוכן טמא, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בין מן המוכן בין שלא מן המוכן טהור, רבי עקיבא אומר, מן המוכן טמא ושלא מן המוכן טהור. Alors les amis, je vous promets que suite à cette étude, vous aurez kaparat avonot, vous aurez tellement souffert qu'il ne restera plus un seul péché. Vous allez voir, on va étudier maintenant quelque chose d'extrêmement complexe, mais avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on y arrivera à bout, Be'ezrat Hashem, de la compréhension. Rav Hamnuna vient expliquer la fameuse Mishnah. La Mishnah, on avait vu que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva étaient en mahloket à propos de Petilat Abeget Shekipelah Velo Ivhava. Rabbi Eliezer Omer, Temeahi, Ve'en Madlikin Ba. Rabbi Akiva Omer, Tehorahi ou Madlikin Ba. On avait vu une double mahloket dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à propos d'un morceau de tissu qu'on a roulé pour en faire une mèche. Eh bien, est-ce que ce tissu-là peut devenir tamé ou pas? D'après Rabbi Eliezer, oui. D'après Rabbi Akiva, non. D'après deuxième marloquette, est-ce qu'on peut s'en servir en tant que mèche, l'Irvot Shabbat? D'après Rabbi Eliezer, non. D'après Rabbi Akiva, oui. Alors, je vais vous dire les choses d'abord les plus faciles à comprendre. Selon ce Rav Hamnuna, la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer à propos de Adlakat Nerot, est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette mèche, à savoir un tissu plié, roulé en tant que mèche? C'est quoi la marloquette? Eh bien, la marloquette entre eux, c'est comme Rava nous l'a expliqué. Est-ce qu'on est obligé de moucher la mèche avant de l'allumer en tant que Nerot Shabbat ou pas? Rabbi Eliezer dit, Chayav, tu n'as pas le droit d'allumer une mèche qui n'a pas été mouchée. Tandis que Rabbi Akiva dit, tu as le droit. Ça, c'est facile. Donc, la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à propos de Nerot Shabbat,
elle est facile à comprendre. Mais ce qui est difficile pour la Gemara, c'est comment expliquer la notion de Tum'a. Pourquoi Rabbi Eliezer dit que ce morceau de tissu enroulé, il est tamé, et Rabbi Akiva dit Tahor. Alors, nous avions vu en tout début, vous vous rappelez, au début du DAF, on avait appris une explication basée sur 4 explications. Pardon, sur 4 introductions. Maintenant, la Gemara va nous donner une explication autre qui n'a pas besoin de beaucoup d'introductions. Juste une introduction. Écoutez cette introduction. Quel est le din si j'ai un tissu qui fait 3 tfahim sur 3 tfahim? Vous vous rappelez, Rabotai, on avait dit la différence en hébreu entre le féminin et le masculin. Comment on dit tefar, tefar ehad, c'est masculin. Comment on dit quand il y en a 3? Shelosha tefahim. Quand on parle de etzbaot, comment on dit? Shalosh al shalosh etzbaot, féminin. Très bien. Alors regardez ça. Maintenant, on va parler d'un tissu qui faisait plus de 3 etzbaot sur 3 etzbaot, mais moins de 3 tfahim sur 3 tfahim. On avait dit que les riches jettent à la poubelle des tissus qui sont inférieurs à 3 tfahim sur 3 tfahim, 30 cm sur 30 cm. Il n'y a que les pauvres qui les gardent. Jusqu'à combien ils gardent? Jusqu'à ce que le tissu soit au moins de 3 etzbaot sur 3 etzbaot. 3 doigts sur 3 doigts. Mais moins que ça, même les pauvres, ils jettent à la poubelle. Alors maintenant, la Gemara nous dit, Rav Hamnouna nous explique que les mèches en question dont a parlé Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva également, on parle d'un tissu qui est inférieur à 3 tfahim, mais supérieur à 3 etzbaot. D'accord? Donc maintenant, de qui on parle? Les Hanim. Les Hanim, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Le Hani va s'en servir parfois pour, comme j'ai dit, en tant que beged, pour rapiécer, raccommoder les vêtements qui ont été abîmés. Ça, c'est une éventualité. Mais parfois, même le Hani va te dire, moi, je n'en ai rien à faire. Je n'ai pas besoin pour raccommoder mes vêtements. Tu veux savoir à quoi je vais m'en servir? Juste pour essuyer en tant que chiffon le moulin. Quand il reste de la farine dans le moulin, c'est pas propre. Pour garder dans le placard, il faut que ce soit propre. Alors, il va se servir de quoi? Il va se servir de ce petit chiffon. Ce chiffon-là, c'est pas considéré comme un beged. Ou bien, par exemple, il va s'en servir pour boucher le trou de sa baignoire. Aujourd'hui, vous avez des bouchons en caoutchouc, mais imaginez-vous à l'époque, quand on voulait boucher un keli ou un endroit où il y avait un trou, où il y avait une fuite, on pouvait utiliser un chiffon. D'accord? Ou bien, par exemple, les na'erbo et akdera. Lorsqu'on prend la kedera, c'est-à-dire une marmite qui est chaude, brûlante, j'ai pas envie de me brûler les doigts, qu'est-ce que je fais? Je prends 2 petits tissus et je soulève avec ça la kedera. Alors, toutes ces utilisations que je viens de présenter, ce ne sont pas des utilisations qui donnent au tissu un statut de beged. Au contraire, ça veut dire qu'on ne veut plus en faire une pièce de raccommodage. Alors, je répète, un tissu, lorsqu'il a 3 tfahim sur 3 tfahim, même les riches ne le jettent pas. Ça s'appelle évidemment beged. En dessous de cette taille, les riches jettent, mais les aniim, les pauvres, ils gardent. Pourquoi faire? Ils gardent en tant que pièce de raccommodage lorsqu'ils ont un trou dans le vêtement. À ce titre-là, est-ce que ce beged peut être mekabel tum'a? Oui, il peut être mekabel tum'a. Mais si même le pauvre va dire « je n'en veux pas pour raccommoder mes vêtements, je voudrais l'utiliser juste en tant que chiffon », soit pour nettoyer le moulin, les kanerbo et haïm, soit pour boucher des trous, les fakekbo et amerhatz, pour pouvoir remplir la baignoire, ou bien
pour ne pas me brûler quand je prends la marmite brûlante, alors c'est les na'irbo et agdera pour remuer les boulettes dans la marmite pour ne pas se brûler. Donc, il utilise ces chiffons. Est-ce que ces utilisations octroient et confèrent un statut de beged à ces morceaux de tissu? Évidemment que non. Voilà. Alors maintenant, la Gemara va nous parler du cas de figure suivant. Quel est le din si cet homme a regretté? Il a regretté. Et maintenant, il veut à nouveau se servir de ces tissus. Par exemple, il a pris le tissu et il a mis où? Dans la koufsa, dans son coffre-fort. Il a mis dans un endroit qui est en effet le lieu où il garde tous ces objets précieux. Alors maintenant, étant donné que il a remis à nouveau dans la koufsa, alors ça s'appelle quoi? Qu'il a regretté et qu'il a à nouveau considéré que ce tissu est raoui d'être beged. Alors maintenant, Rabotai, vous avez l'introduction principale à la compréhension du texte qu'on va étudier ensemble. Regardez. Rab Hamnuna Amar. Hacha bepachot mishlosha al shlosha askinan. La Mishnah où il y a une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à propos de Petilat Beged chez Kipela Veloim Hava. Rabbi Eliezer Omer Temeahi et Rabbi Akiva dit Tehorahi. Eux, ils parlent d'un tissu qui faisait moins de 3 tfachim sur 3 tfachim, moins de 30 cm sur 30 cm. Ou mikule matlaniot shaninukan. Et ici, on parle de matlanite. C'est quoi matlanite? Un chiffon que l'homme a considéré comme étant un chiffon, un smartout, une matlanite. Ve'azda Rabbi Eliezer les tarmé, ve Rabbi Akiva les tarmé. Et Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva qui était en marloquette, est-ce que tahor ou tamé? Chacun est fidèle à sa propre opinion, qui de par ailleurs ont eu une autre mahloket. Ditnan, où est-ce qu'on retrouve de par ailleurs une autre mahloket? Pachot mishlosha al shlosha. Si quelqu'un avait un tissu inférieur à 3 tfachim par 3 tfachim, moins que 30 par 30 cm, shitkino nifkogbo et amerhatz, qu'il a destiné et réservé à être un bouchon pour sa baignoire, ou le naherbo est à kedera, ou bien juste pour tenir la marmite brûlante pour ne pas se brûler les doigts, ou bien les kaneahbo est à rehaim, ou bien pour essuyer et nettoyer le moulin après avoir moulu le blé pour pas qu'il y ait des traces de farine. Tout cela, ce sont des usages qui ne sont pas importants. Ça ne donne pas aux vêtements, au tissu, un statut de vêtement. Alors, quel est le din? Ben minamouchan, ben sheno minamouchan, tamé divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, qui est extrêmement strict, il va dire, dans tous les cas de figure, ce tissu s'appelle beged, qu'il soit mouchan ou pas mouchan. Et là, on va voir dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire mouchan? Mouchan, ça veut dire qu'il est réservé à une utilisation. Qu'il soit réservé ou pas, ça s'appelle beged. Et si ça s'appelle beged, il est tamé. Il est mekabel tum'a. Pas seulement mekabel tum'a, les amis. S'il était tamé avant, il reste tamé. Vous avez compris. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Soit il était tamé avant et il ne devient pas tahor en le réservant en tant que matlanite, soit qu'il était tahor, il ne peut pas devenir tamé au contact d'une source d'impureté. En tout cas, Rabbi Eliezer, il est super strict. Il dit tamé. Rabbi Yoshua Omer, ben minamouchan, ben shelo minamouchan tahor. Rabbi Yoshua est super cool. Il dit tahor, tahor. Qu'il soit mouchan ou pas mouchan, qu'il soit réservé à une utilisation ou pas. On verra après de quoi il s'agit. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva arrive et il fait un compromis. Il dit, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer pour ceci et je suis d'accord avec Rabbi Yoshua pour cela. Rabbi Akiva Omer, min amouchan tamé, shelo min amouchan tahor. Si ce tissu, il est mouchan, alors là, il est tamé.
Mais si ce n'est pas Mochan, Tahor. Je répète, on a 3 opinions, 2 extrêmes et l'une intermédiaire. L'extrême Khumra, c'est Rabbi Eliezer. Et il dit Ben minamochan, ben shelom minamochan tameh. L'extrême tolérance, c'est Rabbi Yoshua. Il dit Ben minamochan, ben shelom minamochan tahor. Celui qui est plutôt du coup, on va prendre la naza. Amar Oula, Vitema Rabba Barbar Hanan, Barab Yochanan. Hakol Modim, Zrako Ba'ashpa, Divrei Hakol Tahor. Hinicho Bekuvsa, Divrei Hakol Tameh. Lo nehleku ela shetelao bemagod, o sheinicho achore adelet. Rabbi Eliezer Savar Midelo Zrako Be'ashpa, Da'te Ilave, Ve'amai Karele Shelo Mina Mochan, Delgabe Kufsa la Mochanou, Rabbi Yoshua Savar, Midelo Inicho Bekufsa, Batule Batle, Ve'amai Karele Mochan, Delgabe Ashpa, Mochanou. Alors écoutez les amis, Kol hakavod d'avoir tenu bon jusqu'à présent, mais maintenant je vous demande de vous concentrer au maximum. Il y a 4 niveaux d'importance de ce tissu. Un morceau de tissu qui fait moins de 3 tfachim. Il y a 4 possibilités. Soit on le jette à la poubelle, ça s'appelle les hashpa. Soit on le jette derrière la porte. Vous avez vu les serpillères qu'il y a derrière la porte? Où est-ce que vous mettez la serpillière souvent? Derrière la porte. Des objets qu'on néglige. 3e niveau, c'est attaché à une cheville, attaché à un crochet. N'est-ce pas? Quelque chose que vous n'utilisez pas souvent. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous l'attachez à un crochet. Et quelque chose qui est extrêmement précieux à vos yeux, où est-ce que vous le mettez? Eh bien, vous le mettez dans un tiroir, vous mettez dans une koufsa, parce que vous y tenez. Vous cachez dans votre armoire. Alors, je vais aller dans l'ordre décroissant. Koufsa, c'est la chose la plus précieuse. Ensuite, en dessous du niveau de koufsa, quelque chose qu'on ne garde pas dans l'armoire, on l'accroche sur un crochet. Et c'est tout de même important à nos yeux. En dessous de ce niveau, c'est quelque chose qu'on jette derrière la porte, mais qui reste à la maison. 4e niveau, c'est quelque chose qu'on jette à la poubelle. Donc là, on n'a vraiment pas de considération pour cet objet qu'on a jeté à la poubelle. Alors maintenant, regardez ce que va nous dire la Gemara. Si ce tissu a été jeté à la poubelle, tout le monde est d'accord qu'il est tahor. Même Rabbi Eliezer, qui est super strict, si la personne a jeté à la poubelle le tissu, donc ce n'est plus un tissu important. Il fait moins de 3 tfachim sur 3 tfachim, et on l'a jeté à la poubelle. Quoi de plus pour dire ce n'est plus un beged? Eh bien, vaddaï que il devient tahor. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appelle pas beged. Si on le garde dans la koufsa, même Rabbi Yoshua est d'accord que c'est tamé. Bien que Rabbi Yoshua est d'habitude cool, il est tolérant. Et il dit tahor. Mais pas dans le cas où le tissu tamé, on l'a gardé dans le tiroir. Ça veut dire que pour toi, c'est vraiment un beged. Tu y tiens. C'est sûr que c'est tamé.
même s'il était tahor et que maintenant il touche un reptile mort, il deviendra tamé. Il touche une nida, ce tissu deviendra tamé. C'est clair. Là où il y a discussion, c'est dans les deux niveaux intermédiaires. Ni dans l'armoire et ni à la poubelle. Lorsqu'on a le magod, c'est quoi magod? C'est le crochet. Comme Rachi traduit magod par cheville. Une cheville. Un crochet qu'on plante dans le mur. Eh bien, magod. Ou bien ahoré adelet. Ahoré adelet, c'est derrière la porte. Maintenant, ce tissu, soit il est accroché à une cheville, à un crochet, soit il est jeté derrière la porte. Regardez maintenant comment c'est beau. Je vous invite à regarder, s'il vous plaît, à nouveau, la dernière ligne du Daf Kaftet Amoud Aleph. Ve'amar Ulav etimar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Hakol modim. Tout le monde est d'accord? Zrako be'ashpa divrei hakol tahor. Si on a jeté le tissu à la poubelle, d'après tout le monde, ce tissu est tahor, parce qu'il ne s'appelle plus beged. Hiniho bakufsa divrei hakol tameh. Si au contraire, il a gardé dans une koufsa, dans une boîte, dans une armoire, le tissu, d'après tout le monde, il est tamé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle beged. Lo nehleku ela, la mahloket entre eux, elle est seulement shetelao bemagod, o sheiniho lehore adelet. Seulement dans le cas où il a accroché le tissu sur un crochet, ou bien il a jeté derrière la porte. Est-ce que ça s'appelle beged, oui ou non? Rabbi Eliezer Savar, Midelos Rakoba Ashpa, Dater, il l'avait. Rabbi Eliezer va dire, puisque cet homme n'a pas jeté le tissu à la poubelle, ça veut dire qu'il a l'intention de s'en servir. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer disait Ben Mouchan, Ben Shelom ina Mouchan? Dans tous les cas de figure, c'est tamé. Que le tissu soit réservé à une utilisation ou pas, toujours tamé. C'est pas vrai. Tu m'as dit que s'il n'est pas réservé à une utilisation et qu'il est jeté dans la poubelle, tu m'as dit que c'est tahor. Alors la kavana est la suivante. Ahoré adelet ou magod, c'est pas considéré comme mouchan, comme dans l'armoire. Les gabé koufsa, relativement à koufsa, tout est relatif. Relativement à koufsa, alors magod et ahoré adelet, ça s'appelle pas mouchan. Alors regardez la beauté. Mina mouchan, c'est quoi ben mina mouchan, ben shelo mina mouchan? Mouchan, c'est dans la koufsa. Si je mets dans la koufsa, ça s'appelle mouchan. Mais ahoré adelet, et dans le magod, accroché sur un crochet, qu'est-ce que tu me dis? Ça s'appelle Shelom ina Mouchan. Mais pourquoi c'est Shelom ina Mouchan? S'il n'a pas jeté à la poubelle, c'est que c'est Mouchan. Tu dis non, relativement à Koufsa, ça s'appelle Lomina Mouchan. Tout est relatif. Alors, je résume. Pour Rabbi Eliezer, dans les trois cas de figure, Koufsa, Magod et Ahoré Adelet, c'est tamé. Quand est-ce que le tissu ne s'appelle plus Beged? Que lorsqu'il est jeté, Hashpa. Alors, que veut dire Rabbi Eliezer quand il a dit Ben Minamouchan, Ben Shelo Minamouchan? Minamouchan, c'est dans l'armoire. Shelo Minamouchan, c'est que ce n'est pas dans l'armoire. Ce n'est pas Makoufsa. Mais tout de même, il a de la considération. La preuve, c'est qu'il n'a pas jeté à la poubelle. Où il a mis? Soit derrière la porte, soit accroché. Voilà. Dans ce cas, c'est tamé. Des Rabbi Oshua Savar. Et maintenant, je lis la suite de la Gemara. Des Rabbi Oshua Savar. Midelo Iniho Bekufsa Batou les Batlé. Rabbi Oshua dit le contraire. Quand est-ce que c'est tamé? Que lorsque c'est dans la koufsa. Si l'homme ne l'a pas gardé, ce tissu, s'il a jeté derrière la porte ou il a accroché sur un crochet, ça veut dire qu'il n'a pas l'intention d'en faire un beged pour raccommoder son vêtement. C'est batel. Ça ne s'appelle plus beged. Et donc, il devient tahor. Mais Amay Karele Mouchan. Alors, pourquoi il a dit Ben Mina Mouchan, Ben Shelo Mina Mouchan?
Alors encore une fois, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il te dit? Toujours tahor, à l'exception de Koufsa. Alors répétons, jeter à la poubelle, tahor. Derrière la porte, tahor. Accroché sur un magod, tahor. Quand est-ce que c'est tamé pour Rabbi Yoshua? Que si c'est dans la Koufsa. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Ben minamouchan, ben shelo minamouchan, c'est tahor. Alors il dit, mouchan, c'est pas vraiment mouchan dans le tiroir, dans l'armoire. C'est dans le magod, ou bien c'est à Horé Adelet. Alors pourquoi tu l'appelles mouchan? Il dit parce que par rapport à Ashpa, par rapport à la déchetterie, par rapport à la poubelle, ça s'appelle mouchan. Mais c'est sûr qu'il n'a pas l'intention d'en faire un beged, puisqu'il n'a pas mis dans l'armoire. Si tu mets dans l'armoire, ça veut dire que tu veux en faire un beged. Mais si tu le jettes derrière la porte ou tu l'accroches juste sur un crochet, c'est que tu n'as pas l'intention d'en faire un beged. Tu as l'intention d'en faire quoi? Juste un chiffon pour boucher le trou de ta baignoire, ou bien pour essuyer la farine, ou bien pour ne pas te brûler avec la marmite. Mais tu n'as pas l'intention d'en faire un beged. C'est pour ça que d'après lui, c'est tahor. Mais Rabbi Akiva. Alors lui, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il est venu faire? On a dit, il a fait un compromis. Rabbi Akiva, Betlao, Bemagod, Savar ki Rabbi Eliezer, Beiniho, Ahoré Adelet, Savar ki Rabbi Yoshua. Ça, c'est trop beau. C'est trop beau, les amis. J'espère qu'après ça, vous allez danser. Regardez, on a 4 niveaux d'importance et de considération. Soit Bekoufsa, soit Bemagod, soit Ahoré Adelet, soit Ba'ashpa. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer dans les 3 cas de figure? Tamé, c'est-à-dire uno, Koufsa, secondo, Magod, tierso, Ahoré Adelet. Quand est-ce que c'est tahor? D'après Rabbi Eliezer, tahor seulement dans le cas de, uniquement dans quel cas? Ba'ashpa. Uniquement Ba'ashpa, c'est là que Rabbi Eliezer dit tahor. Rabbi Yoshua dit le contraire. Toujours tahor, sauf une fois. Bekoufsa tamé. Pardon, excusez-moi. Bekoufsa tamé. Par contre, Ashpa, Magod, Ahoré Adelet, tahor. Arrive Rabbi Akiva et il fait un compromis. Il dit 2 et 2. Bekoufsa tamé et aussi Bemagod. Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer pour Magod. Mais je suis d'accord avec Rabbi Yoshua de dire tahor pour Ahoré Adelet. C'est-à-dire, lequel qui est tahor? Ba'ashpa, tahor. Ahoré Adelet, aussi tahor. Vous avez vu le compromis? Rabbi Eliezer dit 3 et 1. 3 tamé, 1 tahor. Rabbi Yoshua dit 3 et 1. 3 tahor et 1 tamé. Rabbi Akiva dit 2 et 2. 2 tahor, 2 tamé. Donc, Koufsa et Magod, il dit tamé. Et Ashpa et Ahoré Adelet, tahor. Voilà. Donc, vous avez compris, les amis? C'est de cela qu'il s'agit. C'est dans la Mishnah. Reprenons la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle disait? La Mishnah nous disait Machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à propos de Petilat Beged, Shekipela Velo Ivhava. Rabbi Eliezer dit tamé. Pourquoi tamé? Parce qu'il n'a pas jeté à la poubelle. Oui, mais il a envie d'en faire une mèche et tout ça. Le méchané. Pour l'instant, c'est tamé. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Tahor. Ah bon? Rabbi Akiva tahor? Mais pourtant, c'est pas Horé Adelet là. C'est pas Ba'ashpa. C'est pas Horé Adelet. Toi, tu avais dit comme Rabbi Eliezer dans ce cas. Alors, regardez ce que dit la Gemara. Et c'est le mot final. On va s'arrêter là. Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Mais c'est un délice. Regardez le miel. La Gemara dit Vehadar be Rabbi Akiva legabe de Rabbi Yoshua mimai amarava midekatane petilat habeged mai iria detane petilat habeged litne petilat shel beged mai petilat habeged de adaim beged hu. Ah là 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 là, trop beau.
Rabbi Akiva, maintenant, il dit, je me ravise, je retire ce que j'ai dit. À un moment donné, j'ai donné partiellement raison à Rabbi Eliezer. Et j'ai dit 2 et 2. Maron? Eh bien, maintenant, je me ravise. Je dis 3 et 1, comme Rabbi Oshua. C'est-à-dire, bien qu'il ne l'ait pas jeté à la poubelle, et bien que cet homme-là, il en a fait une mèche, mais une mèche, ce n'est pas un bégued. Ça veut dire que s'il avait considéré que Zéou, Nigmar Sipur, j'ai pris l'ancien bégued et j'en fais une pétila. Ça veut dire que je veux le brûler. Je veux le brûler, Nigmar Sipur. Ça, c'est sûr que c'est tahor. Ce n'est plus un bégued. Il veut le brûler. Donc, ce n'est plus un bégued. Aval, aval, aval. Maintenant, te dit Rabbi Akiva, pétilat hab bégued. Ce n'est pas une bégued chez Asa pétila. Même s'il en a fait une pétila, il a roulé, mais il peut dérouler. Tant qu'il n'a pas allumé, il peut regretter. C'est encore bégued. Et malgré tout, puisqu'il ne l'a pas gardé dans la koufsa, c'est tahor. Rabbi Akiva omer tehorahi, umadlikin ba, lama tehorahi. Parce que s'il ne l'a pas mis dans la koufsa, comme Rabbi Oshua nous l'a dit, eh bien c'est tahor. De là, la Gemara nous dit, Rabbi Akiva s'est ravisé, car autrefois il disait 2 et 2, c'est-à-dire, certes, à Horéat Delet, c'est tahor, mais Bémagod, tamé. Là maintenant, il te dit, à Philo Bémagod, tahor. Preuve, Petilat Beged, chez Kipela, Velo Ivhava. Il a juste été Mekapel, c'est pas pire que Magod. Et tout de même, il te dit Tehora. C'est que il a rejoint l'opinion de Rabbi Yoshua, qui avait dit qu'à partir du moment où on n'a pas gardé dans la koufsa, on n'a pas mis dans l'armoire, c'est qu'il n'a pas de considération pour lui, pour ce tissu. Au contraire, il est mezalzel, il le déconsidère. Et donc, ça ne s'appelle plus Beged. Si ça ne s'appelle plus Beged, c'est plus Tamé. Voilà pourquoi Rabbi Akiva disait dans la Mishnah, Tehorahi. Et pourquoi ils sont marloquettes, est-ce que Madlikinba ou pas Madlikinba? On a déjà dit ça précédemment, qu'on parle ici d'une mèche qui n'est pas mouchée. D'après Rabbi Eliezer, c'est indispensable. On n'a pas le droit d'allumer une mèche, Erbot Shabbat, si elle n'a pas été préalablement mouchée. Alors que Rabbi Akiva dit, non, ce n'est pas grave. Bien que les fatrilas, c'est mieux de préparer la mèche pour qu'elle soit facilement inflammable, il faut la moucher avant. Mais si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas indispensable. Tu peux allumer une mèche non mouchée. Madlikinba. Petilat abelget, j'ai kippé la velo ibhava, Rabbi Akiva Omer, Tehorahi ou Madlikinba. Alors voilà les amis, vous êtes tous terrorim, et aujourd'hui vous avez allumé la lumière de la Torah, la Neshama qui s'appelle Ner Hashem Nishmat Adam, et vous l'avez enflammé avec ce limoud à Torah. Et comme je vous l'ai dit, voilà les amis, maintenant on a terminé le sujet le plus compliqué de ma Masechet Shabbat, désormais Be'azrat Hashem, pour les 126 dapim qui nous restent pour ma Masechet Shabbat, vous allez voir que désormais ça va être facile. Là maintenant vous avez terminé les sujets les plus compliqués. Bruchim Tiyou.